La Gay Pride est-elle menacée de récupération politique? En France, pour la première fois, un groupe identitaire nommé Eros va participer au défilé, ce qui a provoqué la colère de nombreuses personnalités qui ont signé une tribune dans Le Monde. On va le voir et on va en parler avec nos invités. Dorian Dreuil, bonjour. D'ici quelques instants, Benjamin Morel, politologue et constitutionnaliste, va nous rejoindre. Ce groupe Eros, il multiplie les actions de rue contre les événements LGBT+, et revendique une vision identitaire, viriliste et sécuritaire. Mais finalement, du point de vue de la loi, rien n'interdit à ce groupe de manifester. Visiblement, mais c'est vrai qu'il y a l'enjeu qui est intéressant à analyser derrière, c'est comment finalement des groupes ou des groupuscules identitaires, conservateurs ou autres vont utiliser les grands moments de mobilisation qui existent du côté de la société civile et notamment de défense des droits des minorités pour avoir une récupération politique, pour porter un message politique et déplacer le cadrage du message politique d'une certaine manière, c'est-à-dire réorienter l'attention sur d'autres messages que ce pourquoi normalement est prévue la marche des fiertés. On avait Benjamin Morel, bienvenue. Bonjour. Bonjour, donc bienvenue. Vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Pour revenir donc à la présence de ce groupe Eros, c'est une première qui va donc faire partie de la Gay Pride cet après-midi. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette présence? Parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de groupe assimilé, en tous les cas extrême droite, qui participait à la Gay Pride. Je dirais qu'il y a deux éléments. D'abord, il y a un élément qui est en effet un élément de polarisation et de mise en visibilité aujourd'hui de ces groupes qui ont envie d'utiliser ce qui est un véhicule politique, médiatique pour Vous diriez que arriver à exister. il récupère la Gay Pride? Alors, il y a ça, et puis il y a le fait tout bêtement que aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler en effet pas tant des causes, etc., mais de leur présence. Et donc à partir de là, c'est un levier Une en manière termes de d'exister. communication politique qui est gigantesque. Ce groupe que l'on ne connaissait pas, tout d'un coup, devient le centre de l'actualité. Le deuxième élément, c'est qu'au sein de ce qu'on peut appeler la communauté homosexuelle, aujourd'hui, il y a des transformations. Et qu'aujourd'hui, la question de l'affiliation à l'extrême droite face aux luttes contre les violences que cette communauté peut subir est une question qui se pose pour beaucoup de ses membres. Et à partir de là, le Rassemblement national, il fait plutôt de très très bons scores, de même que d'autres groupes comme Reconquête, etc. Dans ce cadre-là, il y a une volonté de réorienter ce qui est une manifestation qui, à l'origine, trouvait plutôt ses origines dans une sociologie de gauche, Très vers progressiste. une transformation de cette sociologie-là pour dire nous existons aussi, etc. Dans ce cadre-là, on a quand même une lutte symbolique qui est plus que du symbole, qui est vraiment fondamentalement politique. Est-ce qu'on peut parler d'un affrontement idéologique finalement? Sur la définition de ce que serait aujourd'hui cette communauté politique, et sur cette communauté, et de l'autre côté sur la manière dont elle peut être incarnée, parce que là on est face à une marche qui, étant celle des fiertés, vise à une forme d'incarnation, vise à dire nous existons. Et donc en effet, en essayant de reprendre ce leadership symbolique, il y a quelque chose qui est profondément politique, en essayant de redéfinir quelle est la vision publique, quelle est la vision sociale d'une communauté et de ses revendications. Alors à la tête de ce groupe Eros, qui va donc participer à la Gay Pride cet après-midi à Paris, un ancien candidat du parti d'Éric Zemmour, Reconquête, également proche du Rassemblement national. Alors pour justement éviter qu'il y ait des incidents, des violences, des affrontements, Bruno Retailleau a obtenu un encadrement policier, une cinquantaine de CRS qui seront sur place. Qu'est-ce que ça signifie? Le ministre de l'Intérieur, il le sait déjà, que de toute façon, il va y avoir des affrontements, que il y aura des frictions. Ça ne va pas se faire de manière pacifique. Ah oui, défilé. Évidemment, dès le moment où vous avez deux tendances dans une manifestation qui sont contraires, les risques que ça fasse des étincelles sont extrêmement importants. Ce qui est quand même assez nouveau, c'est que ces manifestations, chaque année, n'étaient pour l'instant pas sujettes réellement à ce type de violence. On n'était pas comme dans les manifestations syndicales, etc., où on avait des infiltrations de Black Blocs, souvent des groupes d'extrême droite qui arrivaient en provoquant. Jusqu'à présent, ces manifestations étaient plutôt épargnées, au moins en France. Là, est-ce que Bruno Retailleau aurait pu interdire Eros d'y participer à la Gay Pride? Alors, vous pouvez interdire une manifestation, vous ne pouvez pas interdire des organisations de s'y greffer. Et donc, dans ce cadre-là, non. Si vous voulez rentrer dans le cadre d'une manifestation... Si vous avez des renforcez la sécurité. Voilà, si jamais vous avez des comportements violents, vous pouvez éventuellement, évidemment, être sanctionné. Mais sinon, c'est soit l'interdiction de la manifestation, soit son autorisation. Et là, tout ce que peut faire le ministère de l'Intérieur, c'est prévoir les cadres, qui sont les cadres pour que ça se passe bien, en croisant les doigts pour que ça se passe bien.
Alors, on va prendre à présent la direction. On suivra bien évidemment sur France Info l'évolution de cette Gay Pride qui s'élancera en début d'après-midi à Paris. On va voir ce qui se passe à présent en Hongrie, où la police a interdit la Gay Pride de Budapest, invoquant une récente loi anti-LGBT+, du gouvernement de Viktor Orban. Alors, on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial, Alban Mikosi. Alban, vous êtes au départ de cette manifestation. Cette marche, eh bien, elle va quand même avoir lieu, parce que la mairie de Budapest a décidé de braver l'interdiction du gouvernement et on s'attend à une manifestation très fournie. Oui, effectivement, c'est une drôle d'histoire parce qu'au départ, cette Gay Pride, le gouvernement de Viktor Orban a bien voulu l'interdire. Donc il avait pris un certain nombre de mesures et avait bénéficié de décisions de justice dans ce sens-là. Donc en début de semaine, on va dire que la Gay Pride, elle était annulée. Et puis la ville de Budapest a décidé de transformer ceci en une manifestation municipale. Du coup, l'autorisation ne dépend que de la mairie qui est derrière. Et donc la Gay Pride est rétablie. On attend même 35 000 personnes sur 2 thèmes différents. C'est vraiment une Gay Pride très politique. Vous voyez les thèmes derrière moi, je vous le traduis. La liberté et l'amour ne peuvent pas être interdits. Parce que très clairement ici, il s'agira tout autant d'une marche des fiertés pour les mouvements LGBT+, mais aussi d'une affirmation politique de la lutte contre Viktor Orban. Et donc, Alban, cette marche, c'est l'occasion, surtout et notamment pour les jeunes, de se faire entendre, de crier leur ras-le-bol face à cette politique de Viktor Orban. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que depuis 15 ans qu'il est au pouvoir, Viktor Orban a réduit le champ des libertés publiques de manière considérable. Vous savez, il met un gros poids sur la justice, il possède ou dirige l'intégralité des médias. Il y a donc une dérive vers une Hongrie qui est beaucoup moins une démocratie qu'un régime illibéral, comme on dit ici. Alors, les jeunes qui viennent manifester, ils viennent pour des revendications de nature privée, sexuelle, mais ils viennent aussi pour une revendication politique et ils ne seront pas seuls, puisqu'ils seront rejoints dans ce cortège par des députés européens. On en attend entre 60 et 70 de différents pays, dont des Français par exemple, qui viendront dire le besoin de liberté ici en Hongrie et également le fait que la Hongrie, telle qu'elle est présentée par Viktor Orban, elle s'éloigne de plus en plus des valeurs générales de l'Europe. Voilà à quoi servira cette manif. Enfin, un dernier point. Contrairement à ce qui se passe à Paris, ici, il y a des mouvements d'extrême droite qui vont tenter d'empêcher la manif de se tenir, ou du moins de la perturber. Ils sont une rue derrière, et leur objectif, c'est de contre-manifester en quelque sorte. Eux, ils ne sont pas du tout dans la manif, ils sont très fortement contre la manif. Ah, ils sont contre la manif. Pour revenir à ce que vous disiez, la présence de ces 60 à 70 députés européens qui vont donc participer à cette Gay Pride à Budapest, c'est un vrai défi, c'est un symbole assez fort quand même pour le gouvernement Orban. Bien sûr, ça fait partie de cette lutte entre Budapest et Bruxelles, très clairement, et notamment avec le Parlement européen. Vous savez que petit à petit, la dérive autoritaire de Viktor Orban a été jugée de plus en plus sévèrement. Pour vous donner une idée, il y a 20 des 27 pays de l'Union européenne qui enverront des délégations. La France sera même représentée au niveau d'un ambassadeur délégué interministériel, autant dire du gouvernement français dans cette manifestation. Il y a une volonté de dire à Viktor Orban, ce que vous faites globalement, c'est pas dans le cadre de ce qui est acceptable à l'Union européenne. Et dans le sens inverse, les Hongrois, certains protestent contre cette mainmise de l'Europe, contre cette volonté de Bruxelles d'imposer en quelque sorte des diktats. Donc on va voir, je n'ai pas la moindre idée de la manière dont ça va se passer aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une polarisation très forte. On peut parler de 2 Hongries qui seront dans les rues cet après-midi. Merci beaucoup Alban, merci en direct de Budapest. Là encore, on le voit, 2 Hongries, clairement. Ce n'est pas le cas en France. Pour l'instant, voilà, on sait que malgré la participation du groupe Eros à la Gay Pride, on sait qu'il y aura un affrontement idéologique. Mais là, ce à quoi on va assister à Budapest, ce sont 2 Hongries qui s'opposent. Ah oui, ce sont 2 Hongries qui s'opposent, en effet. Et ces 2 Hongries, elles coexistent depuis déjà de nombreuses années. D'ailleurs, avec un point intéressant, c'est qu'il y a en fait Budapest et le reste de la Hongrie. C'est-à-dire que ceux qui votent essentiellement pour les partis d'opposition, c'est plutôt justement Budapest, alors que le reste de la Hongrie, périurbaine, rurale, vote plutôt pour le Fidesz, le parti de Viktor Orban. Et donc là, on va avoir cette Hongrie non Budapest qui va manifester sous les fenêtres de la Hongrie anti-Orban. Et ça, évidemment, symboliquement dans le pays, c'est quelque chose d'assez fort. Après, les dérives illibérales de Viktor Orban, elles sont aujourd'hui très inscrites, y compris au niveau constitutionnel. Donc on a aussi un effet cliquet en la matière.
Alors justement, je voulais vous poser cette question. Viktor Orban, avec cette fameuse loi qui restreint l'accès au contenu LGBT+, dans les médias, mais aussi à l'école, est-ce qu'il bafoue les règles européennes ? Oui, d'abord, et ensuite, c'est aussi le signe, et c'est pour ça que c'est important de revenir sur ce qui se passe là aujourd'hui à Budapest, c'est aussi le signe de l'autocratisation d'un régime démocratique. Et c'est vrai qu'on a eu tendance pendant 20 à 30 ans à voir la démocratie gagner du terrain, passer les frontières, se consolider, se muscler. On a aujourd'hui une tendance internationale depuis ces 6-7 dernières années qui est à l'inverse. Où on voit des régimes démocratiques s'affaiblir et devenir petit à petit ou des démocraties fermées, ou des démocraties affaiblies, ou dans certains cas des autocraties. Il y a d'ailleurs entre 40 et 45% de la population seulement aujourd'hui dans le monde qui vit dans un système démocratique. Donc l'autocratie gagne du terrain. Et quand on regarde justement le chemin d'autocratisation des régimes démocratiques, on trouve trois signaux faibles. Généralement, on a d'abord une réduction des libertés académiques, on a ensuite une réduction des libertés individuelles, et ensuite une réduction des libertés de la société civile organisée, du monde associatif et autres. Et dans ce cas de figure, on est clairement dans les deux derniers signaux faibles qui doivent interpeller à la fois en Hongrie, mais aussi dans le reste de l'Europe, sur la capacité de la dérive d'un dirigeant politique à amener et à accompagner son régime politique dans une démocratie de plus en plus fermée et une forme d'autocratie. Et donc c'est pour ça que symboliquement, il y a quelque chose de très fort à ce que des représentants de gouvernements étrangers ou des députés européens soient présents dans cette manifestation, parce qu'il ne s'agit pas seulement finalement que de la marche des fiertés, il s'agit derrière de la défense d'une vision de la démocratie et aussi d'une vision du monde, avec une opposition assez forte entre la ville, Budapest, et le reste de l'État, très à gauche, qui dit aussi beaucoup de ce qu'on pourrait deviner dans les futurs lieux de résistance démocratique possibles à l'échelle des pays demain, c'est-à-dire à l'échelle des villes qui sont ouverts sur des enjeux plus progressistes ou de défense des libertés individuelles. Alors, on va revenir sur cette évolution des mentalités. Alors, il y a donc, on le disait, ce groupe Eros qui va faire partie donc du défilé de la Gay Pride à Paris. Il y a en Hongrie cette marche des fiertés qui aura quand même lieu, malgré l'interdiction du gouvernement de Viktor Orban. En Italie, le gouvernement Meloni tente d'entraver, c'est autre chose, mais ça rejoint quand même ce côté réactionnaire, tente d'entraver la reconnaissance parentale des couples du même sexe. Et puis, on a aussi un autre constat, de plus en plus de personnes LGBT+, quittent les États-Unis de Donald Trump pour s'installer ailleurs, aux Pays-Bas par exemple, où les droits sont davantage respectés et en leur faveur. Est-ce que vous diriez que c'est le signe d'une tendance réactionnaire globale, voire mondiale ? Oui, c'est la tendance et toute la liste que vous venez de faire montre une tendance qui est une sorte de backlash des droits individuels, le backlash du progressisme d'une certaine manière, où on a vu pendant un certain nombre d'années, finalement, on a observé la conquête des droits civiques et politiques, l'élargissement de la protection des minorités, et on voit aujourd'hui que dans cette tendance réactionnaire, il y a un rétrécissement des endroits qui protègent les citoyennes et les citoyens dans toute leur diversité. C'est deux visions du monde qui s'opposent, deux visions on peut parler d'une trumpisation du monde ? C'est en tout cas la diffusion d'un conservatisme réactionnaire et radicalisé d'une certaine manière. Oui, on est au croisement entre deux tendances, parce qu'en fait, tous les pays que vous avez évoqués ne sont pas tout à fait dans la même dynamique. En effet, si on prend l'exemple français, avec le groupe Eros, et l'exemple hongrois, on n'a pas du tout affaire à la même chose. D'un côté, vous avez une volonté, au contraire, de dire « nous sommes les défenseurs de la communauté homosexuelle », et de l'autre, de dire « la communauté homosexuelle n'a pas le droit, si ce n'est de citer, en tout cas, d'exister, d'être visible en Hongrie ». Et donc, on voit que, d'un côté, vous avez une tendance populiste, et cette tendance populiste, elle n'est pas forcément réactionnaire et conservatrice, elle peut conduire tout bêtement à dire on va faire péter le système. Et regardez la décision de la Cour suprême aujourd'hui aux États-Unis par rapport à Donald Trump, on voit qu'il est possible de faire péter de l'intérieur le système. Et de l'autre, vous avez une montée du conservatisme, d'une approche réactionnaire de la société. Parfois, ça se retrouve aux États-Unis, ça se retrouve en Hongrie. Parfois, ça s'oppose. L'extrême droite aux Pays-Bas, c'est pas marginal, loin de là. En revanche, c'est pas une extrême droite conservatrice et religieuse. Et donc, on voit que dans certains pays, les deux phénomènes se recoupent. Dans d'autres, au contraire,
ils Cohabitent. s'opposent, ils cohabitent. En France, on voit qu'ils cohabitent. Vous avez au sein de l'extrême droite française aujourd'hui 2 tendances très claires. Pour la faire simple, une tendance Marine Le Pen qui dit les questions sociétales, on s'en fiche un peu. Nous, au contraire, on revendique d'être les défenseurs de la communauté homosexuelle. Une tendance qui est une tendance plutôt Marion Maréchal, Éric Zemmour, qui est une tendance, elle, beaucoup plus nationale, conservatrice. Et donc les extrêmes droites en Europe, en fait, sont très très diverses. D'ailleurs, elles sont représentées par 3 groupes politiques très différents au Parlement européen. Alors, pour revenir à cette marche des fiertés qui va donc s'élancer tout à l'heure, d'ici 1h30 à Paris, donc, dont on parlait, et ce groupe Eros qui fera donc partie du défilé. On rappelle que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a donc mobilisé une 50aine de CRS afin d'éviter les affrontements entre les manifestants et ce groupe identitaire.